Merci de votre fidélité à la télévision Gangan. Un plaisir pour moi de vous retrouver au compte de cette émission Café Débat, un nouveau numéro qui reçoit un nouvel invité. Et la question du jour, comment se porte l'économie guinéenne? Évidemment, pour répondre à la question, je reçois comme invité du jour M. Mamadi Sitan Keita. Il est consultant international et spécialiste en développement économique et social. Monsieur Keita, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci. Oui. Merci de la disponibilité. Alors aujourd'hui, on voudrait effectivement parler de l'économie de notre pays. Depuis 2010, en tout cas depuis que la gouvernance Alpha Condé est en place, on nous brandit une certaine performance de l'économie, un certain progrès dans le secteur économique. Est-ce qu'il faut croire en tout cela? Est-ce que ce qu'on nous montre comme chiffre de croissance, de performance, comme le vert que affichent les indicateurs de performance, sont en corrélation avec la situation des populations et le pouvoir de la ménagère, inflation, investissement? Ce sont l'ensemble des questions qu'on va débattre. Donc la première question, c'est de savoir en gros comment se porte l'économie guinéenne en tant qu'économiste indépendant et votre regard d'indépendant là-dessus. Merci Uri. Bonjour chers auditeurs. Si je peux résumer en quelques mots ma perception de la situation économique du jour, je dirais tout simplement que la situation économique en Guinée est dans un état de dégradation très avancé. Elle est totalement délétère. La pauvreté sous ces trois formes ravage le pays, et les trois formes de pauvreté là, c'est la pauvreté monétaire, c'est le fait que les citoyens n'ont pas de liquidité en poche ou à la banque, tout le monde le voit. Il y a la pauvreté des opportunités, le fait que malgré que l'on n'ait pas de liquidité, que l'on n'ait aucun espoir éminent, en tout cas, d'en avoir. Et cette pauvreté des opportunités est très importante dans une économie. Bien. En fait, l'un des rôles des pouvoirs publics, c'est de créer des opportunités pour permettre à chacun de réaliser pleinement, pour emprunter Mahatma Gandhi, son potentiel. Et ces opportunités-là n'existent pas dans ces le cas de l'économie guinéenne. Dans le cas de l'économie guinéenne. Par exemple, un sortant d'une institution d'enseignement qui a son diplôme ne sait pas le matin quand il se réveille où il va pour commencer à trouver un emploi. Bien. Chacun ne compte que sur ses relations personnelles. C'est parce que dans l'économie, il n'y a pas d'opportunité réelle. Donc c'est un des problèmes de notre économie. C'est un des problèmes de notre économie. Je vais vous dire qu'en Éthiopie, par exemple, il y a ce qu'on appelle les OSSS, One Stop Shop Services. Il y en a 1300 sur le territoire éthiopien. Ce sont des lieux qui ont été mis en place par l'État et qui s'occupent de promouvoir l'entrepreneuriat depuis l'inception de l'idée d'un projet jusqu'à son implantation et son développement. Bien. Il y en a 1300 sur le territoire éthiopien. Il y a plus de 40 au Sénégal. C'est ce qu'on appelle les start-up? Non, pas les start, les incubateurs. Ah, les incubateurs. Les incubateurs d'entreprises. Donc, le jeune, quand il se réveille le matin, il y va. Quand il a une idée de projet, il va, il la soumet, à des coachs qui ont été employés par l'État, délibérément, pour l'assister d'abord à mûrir l'idée de projet, l'assister à en faire un business plan, l'orienter vers le sponsor, partenaire
de funding, un partenaire de financement, et l'accompagner dans la mise en œuvre en lui donnant régulièrement des conseils. Bien. Donc ça, c'est le manque c'est la pauvreté des opportunités. Bien. Et quand c'est comme ça, quand tu es pauvre, il y a toutes les chances que tu restes pauvre. Donc, l'économie guinéenne ne va pas bien, ça c'est d'abord le gros résumé. Oui. Et si elle ne va pas bien, c'est que cette économie guinéenne, elle est malade de certaines choses. Oui. D'abord, le manque d'opportunités économiques et la pauvreté des opportunités, comme vous êtes en train de le dire maintenant. Bien sûr. Il y a la pauvreté donc, des opportunités qui passent en plein partout. Et il y a aussi l'autre forme de pauvreté qui est la pauvreté des conditions de vie. Bien. En fait, on peut même avoir les moyens financiers et ne pas avoir accès aux services qu'on désire, alors qu'on est prêt à payer. Notamment les services sociaux de base. Les services sociaux de base. Électricité, santé, l'eau. Ouais. On est prêt à payer la facture de la SEC, mais on les n'a services pas d'eau ne dans sont le pas robinet. là. Voilà. Donc, toutes ces trois formes de pauvreté battent leur plein aujourd'hui en Guinée. Donc, c'est une situation catastrophique dans laquelle le pays se trouve. Et le pays s'enfonce de jour en jour. Donc vous constatez que l'économie guinéenne s'enfonce de jour en jour. Alors que c'est tout le contraire qu'on nous miroite. Quand par exemple j'écoute le Premier ministre Mamadi Youla lui-même, quand il est passé par exemple sur la télévision d'État, et bien, quand il parle de l'économie guinéenne, nous sommes à peu près dans un paradis en Guinée. Vous avez vu quand même, ou vous auriez peut-être entendu l'intervention de Malado Kaba, ministre de l'économie, qui affiche aussi une image assez positive. Vous avez même les institutions de Bretton Woods, donc qui donnent des perspectives assez belles à la Guinée. On parle de 6,6% de taux de croissance. Alors, vous pensez que tout ça, c'est du montage, c'est du maquillage? Parlant, je crois que j'ai suivi également le Premier ministre Youla, en partie au moins. J'ai suivi également Madame la ministre de l'économie et des finances. En fait, l'autre jour, j'ai suivi le ministre Kassori également. Au Palais du Peuple. Au Palais du Peuple. Bon, je ne sais pas si c'était au Palais du Peuple, en tout cas, je l'ai suivi à la télé. Tous s'accordent à célébrer la réalisation d'un taux de croissance de 6,6% pour 2016. Et je sais que le FMI également a relayé cette information, puisque c'est le FMI qui dit « je suis d'accord ». Bien. En fait, ce n'est plus du montage. Seulement, voilà, le taux de croissance, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Bien. C'est-à-dire le taux de croissance, la croissance économique, c'est l'augmentation soutenue du PIB, du produit intérieur brut, sur une période en termes réels. Autrement dit, c'est l'augmentation de la richesse en termes de valeur ajoutée, soit en profit ou en salaire, dans une économie donnée, à l'intérieur d'une frontière géographique donnée, en termes réels pour une période donnée. C'est ça la croissance. Bien. Maintenant, quand ils disent que nous avons réalisé un taux de croissance de 6,6%, d'accord. Ça, c'est en termes de production. Et l'économie s'intéresse à la fois à la production et à la distribution. La question, c'est de savoir à qui aurait profité ou bénéficié cette augmentation ou création de richesse. Bien. C'est ça la question. En tout cas, le constat, c'est que ça ne profite pas à la masse, je ne sais pas si on peut dire ouvrière ou populaire, en tout cas... Populaire en Guinée, à nos concitoyens. Et ça, le constat-là avait été fait il y a très longtemps. Il y a un ancien ministre des Finances pakistanais qui fut l'auteur d'un rapport du PNUD sur le développement qui disait à l'époque que we were wrongly taught to take care of our GDP. Ce qui signifie... as this will take care of our poverty. Since this does not necessarily take care of our poverty, let's reverse things and take care of our poverty, as this will take care of our GDP. C'est que qu'on nous a enseigné à tort
de prendre soin de notre croissance et que celle-là prendra soin de notre pauvreté. Étant donné que celle-ci ne prend pas soin de celle-là, on va inverser la chose et prendre soin de notre pauvreté. Puisque celle-là prendra nécessairement soin de notre croissance. Taux de croissance. Ouais. Mais le constat en Guinée, alors, si je pars de cette citation de l'économiste pakistanais, Oui. parce que quand je constate, je vois les rencontres qui se tiennent au haut niveau, ce que nous couvrons comme activité, par exemple, du ministère des Finances, c'est que ça court tout le temps dans les couloirs du ministère des Finances. On a la visite du FMI, on a la visite de la Banque mondiale, on négocie les programmes. Alors, mais sur le terrain, la population, elle vit cette précarité depuis belle lurette qui ne change pas, mais qui ne fait que s'accroître. Alors que dans le couloir des ministères des Finances, on se bat pour ce taux justement de croissance. Donc vous pensez qu'en Guinée, et en partant de la citation du Pakistanais, on veut trop s'occuper de ces chiffres de tel virgule tel pourcent qui n'impactent pas en réalité la vie des populations. C'est ça le cas guinéen. C'est ça, ce n'est pas comprendre l'économie en réalité. Le premier but de l'économiste doit être de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce n'est pas de montrer des chiffres qui n'ont pas de sens. Comme je le disais, quand tu prends la structure de l'économie guinéenne, les documents officiels indiquent que 75% de la population active travaille dans le secteur primaire. Secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, la pêche, la pisciculture, l'aquaculture, l'apiculture, etc., l'ostréiculture notamment. Et il y a bien entendu le commerce aussi. Non, ça c'est dans le secteur tertiaire. Tertiaire, ok, pardon. Voilà. Ce secteur-là ne contribue qu'à hauteur de 15% à la création des richesses en Guinée. Donc, 15% des richesses seulement reviennent à 75% de la main-d'œuvre, qui sont des Guinéens là. C'est-à-dire, il y a toutes les chances que ce soit des Guinéens qui opèrent dans ce secteur. Donc, eux ne gagnent que 15% de la richesse créée en Guinée. Comment voulez-vous qu'une croissance vienne réduire la pauvreté dans cette situation? C'est impossible. Bien. Et ironiquement, chaque fois qu'il y a croissance en Guinée, la pauvreté augmente. En 2012, le pays avait réalisé une croissance voisine de 4%. L'indice de pauvreté est passé au même moment de 52 à 55%. Paradoxe. Autrement dit, le nombre de Guinéens gagnant, ou le nombre de personnes en tout cas vivant sur le territoire guinéen, gagnant moins d'1,25 $ par jour, est passé de 52 à 55%. Alors qu'il y avait une croissance. Au même moment, on parlait de performance économique du côté du ministère des Finances. À la croissance. N'est-ce pas une croissance appauvrissante? N'est pas vecteur de développement, facteur de développement. Oui, en fait, c'est une croissance qui appauvrit le pays. Bien. Parce que malgré la croissance de 4%, le nombre de pauvres est passé de 52 à 55%. Ça, c'était en 2012. Ça, c'était en 2012. En 2016, on nous parle d'une croissance de 6,6%. Alors, le classement de la Guinée en 2016, suivant l'indice de développement humain, qui est un indicateur composite, prenant en compte également cette croissance-là, donne à la Guinée la 183e place sur 188. Donc, ne dépassant que 5 pays sur cette planète. Alors que, en 2010, la Guinée était classée 170e pays. Donc on a régressé, considérablement. Le pays s'est enfoncé. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a contradiction entre ce que les dirigeants disent sur les performances économiques du pays, sur les efforts qu'on est en train de fournir pour, je ne sais pas, développer le pays économiquement et la réalité sur le terrain. C'est ça, il y a un écart
Bon, je pense qu'il y a trois possibilités au moins. Soit ils le font à dessein, sachant bien que nos concitoyens n'iront pas au-delà pour vérifier le fond. Soit c'est à eux que cela profite, parce qu'effectivement, il y a eu croissance là. Et la question, ça a profité à qui? Dans les faits, il y a création de richesse. Il y a eu création de richesse. Mais à si qui on cette création a bénéficié? À qui ça pourrait bénéficier? Si c'est à eux que ça a bénéficié, effectivement, ils peuvent le célébrer là. Bien. Mais, alors, en le célébrant, ils doivent quand même tenir compte du conseil du grand sage chinois, philosophe Confucius, qui disait que dans un pays mal gouverné, la richesse est quelque chose dont on doit se gêner. Bien. Et que dans un pays bien gouverné, la pauvreté est quelque chose dont on doit se gêner. Alors, si la Guinée est bien gérée, économiquement, pourquoi ne se gêne-t-il pas de la pauvreté accablante de la population? C'est ça la question. Bien. Ils doivent se gêner là. Bien, pourtant, on fait les performances, la croissance, et ainsi de suite. Et la troisième possibilité, oui. J'ai oublié, c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas l'économie. Bien. Mais pourtant, ils y sont, pourtant, c'est eux qui... Non, on a un ministre, on a une ministre de l'économie. Mais je ne peux pas arriver jusqu'à ce niveau, je suppose qu'ils comprennent. Donc cela laisse deux possibilités. On a par exemple un conseiller du président de la République qui a été par le passé ministre de l'économie en Guinée. Vous avez cité son nom tout à l'heure, Kassori Fofana. Qu'est-ce qu'il aurait dit en ce qui concerne la performance de notre économie, en ce qui concerne le développement, que vous pensez être faux et tout contraire à la réalité? Oui, je l'ai suivi lui en particulier. Kassori Fofana. Oui, il a célébré ce taux de croissance. Il est même allé jusqu'à défier toute l'opposition, l'invitant à un débat contradictoire au cours duquel lui, il aurait démontré que le bilan économique du président Alpha Condé est positif. Ça m'a amusé, mais cela ne m'a pas surpris. Je dois dire que avant, j'avais une haute opinion du ministre Kassori en raison de ce que l'on me rapportait de lui. Mais un jour, j'ai été déçu quand je l'ai vu tenir la main du président, aller rencontrer les banquiers, leur demander de réduire le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt des banques? Des banques. Lui, lui ne connaît pas les composants du taux d'intérêt. Lui, il ne sait pas que la majeure partie des composants du taux d'intérêt se trouvent sous le contrôle de l'État là. Dans le taux d'intérêt débitaire des banques primaires ou les banques commerciales, des banques de second rang, il y a ce qu'on appelle le taux d'intérêt directeur ou le taux de refinancement qui est fixé non pas par les banques primaires, mais par la banque centrale qui est sous le contrôle de l'État. Il y a le taux d'inflation qui n'est pas aussi sous le contrôle des banques primaires, qui est sous le contrôle de l'État, qui représente. Il y a maintenant le taux d'intérêt réel des banques, qui est aussi fonction de plusieurs paramètres qui échappent totalement au contrôle du banquier. Il y a les perspectives économiques du pays, il y a le niveau de risque des prêts. Le niveau de risque des prêts là peut être atténué par exemple par la disponibilité d'un code foncier, parce que ce sont les actifs immobiliers qui constituent les garanties. Donc, s'il lui prend alors le chef d'État pour aller rencontrer les banquiers et leur demander de réduire le taux d'intérêt, je ne comprends pas. Il ne connaît pas l'équation d'Irving Fisher. Donc, depuis ce jour, j'ai compris que l'économie guinéenne n'est pas vraiment en de bonnes mains. L'économie guinéenne n'est pas en de bonnes mains. Oui, si ce sont des économistes qui raisonnent de la sorte, qui sont chargés de sortir les Guinéens de l'ornière, on est loin vraiment du compte. On est loin de... Et alors, moi je vais dire, monsieur le ministre Kassori n'a pas besoin que toute l'opposition vienne à un débat vers lui. Moi, humblement, je l'invite à un débat.
Donc vous voudrez qu'il y ait une confrontation entre experts en économie, parce qu'on présente Kassori aussi comme un expert en économie. Donc c'est bien, moi je ne suis pas expert. Il y a une nécessité qu'il y ait débat entre vous et lui. Oui, parce que ce qu'il a dit n'est pas vrai. Si il est prêt à un débat pour démontrer que le bilan est positif, vraiment, moi je l'accueillerai à bras ouverts. Je serais heureux d'être le seul même à l'accueillir, accompagné de tous les cadres qui désirent l'accompagner, y compris son chef. Je vais parler du Premier ministre. Je ne sais pas s'il considère le Premier ministre comme étant son chef, mais s'il le considère comme étant son chef, je les invite moi seul à un débat. Et je vais dire aussi que ce jour-là, je vais démontrer au ministre Kassori que quand le président de la République parle de cadres opportunistes, beaucoup de Guinéens auraient tout à fait raison de penser que lui, il est l'un d'eux. Ce jour-là, s'il est prêt à venir au débat, je vais lui démontrer cela également. Donc c'est une invitation en direct. Je ne sais pas si le ministre Kassori, vous m'écoutez, je vous invite. Et si vous avez un ami qui m'écoute, vraiment, je serai heureux qu'il vous en informe. Je vous invite à un débat sur le plateau, à un débat sur la situation économique du pays, sur la chaîne de votre choix. Je vous invite. Bien. C'est quand même une invitation, on va dire, publique, spontanée. C'est venu comme ça. Et j'espère que le ministre Kassori ne sera pas aussi condescendant et qu'il répondra à cette invitation, puisque ce sera entre économistes, rien de politique là-dedans. Et donc, comme vous le dites, tout ce que Kassori Fofana, aujourd'hui économiste, conseiller du président de la République, ministre d'État chargé des investissements privés et publics, et tout ce que le Premier ministre Yula et la ministre Malado peuvent dire comme belle perspective, comme développement économique de notre pays, est tout à fait contradictoire par rapport à la précarité économique que les citoyens vivent au bas de l'échelle. Bien sûr. C'est la conclusion à laquelle nous arrivons. Et pour cette première partie d'émission, on va revenir tout à l'heure et parler d'autres situations, pouvoir d'achat, taux de croissance, inflation. Et dans la deuxième partie de cette émission, juste après quelques minutes de pause, on se retrouve pour la deuxième partie de Café Débat. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, est entièrement consacrée à la question économique. Et la question c'est comment se porte l'économie guinéenne. Et comme dans la première partie, je garde toujours à mes côtés M. Mamadi Sitan Keita. Il est consultant international, économiste indépendant et donc spécialiste en économie, en développement économique et social, et membre de la PECUD. La PECUD qui est donc une plateforme de la société civile. Alors, en gros, vous avez conclu tout à l'heure que l'économie guinéenne en réalité aujourd'hui se porte mal. Et d'ailleurs, vous dites que notre économie est entre de mauvaises mains. Et entre autres, vous citez Kassori Fofana et il faut ajouter aussi celle qui est quand même la ministre de l'économie aujourd'hui. Alors, en termes plus clairs et plus faciles, quand on parle par exemple du budget national, moi je prends l'exemple sur les prévisions en recettes. Depuis quelques 3 ou 2 ans, on magnifie les performances que la douane par exemple a réalisées en termes d'atteinte des objectifs sur les prévisions fiscales et a même débordé. Vous avez aujourd'hui la Direction nationale des impôts qui se targue d'atteindre les objectifs et même de les dépasser à 100% ou à plus de 200%. Vous avez le secteur minier qui engrange énormément d'argent. Mais je veux dire, en économiste, comment pensez-vous que cet argent ne soit pas, toute cette manne financière ne soit pas utilisée dans les investissements publics de sorte à assurer les services primaires dont vous parlez tout à l'heure, mais aussi à permettre aux Guinéens de s'en sortir et de dépasser le seuil de la pauvreté. Ouais. La Guinée est l'un des rares pays, sinon le seul pays, où il n'y a pas de programme de développement économique et social. Il n'y a pas de programme de développement économique et social en Guinée. Il n'y en a pas. Ben pourtant, on parle de PNDS en ce moment. D'accord. On parle de PNDS et avant le PNDS, on parlait également
du document stratégique pour la réduction de la pauvreté. Ce document, d'abord, qui n'était pas du tout suivi, il n'était pas appliqué, c'est juste théorique. Mais néanmoins, dans la pratique, ce document était arrivé à expiration au 31 décembre 2015. Donc, à quoi sert un programme de développement économique? Un programme de développement économique et social est une coordination des différents intervenants dans l'activité économique et sociale afin d'atteindre un objectif fixé ou déterminé par les pouvoirs. Durant l'année? Non, il peut aller au-delà. Ça peut être court, moyen et long terme. Oui. Par exemple, le Programme national de développement économique et social, donc le PNDS, auquel tu faisais référence, était supposé partir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. Bien. Donc une période de 5 ans. Mais avant ça déjà, vous pensez que ça dit que l'autre programme de réduction de la pauvreté est arrivé à expiration le 31 décembre 2015. Donc depuis là, on n'avait pas il n'y a rien parce que on n'avait pas de boussole. Vient d'être validé. Donc une année et demie après. D'accord. Et même après validation, il n'est pas en train d'être mis en application parce qu'il y a un forum de partenaires au développement, de bailleurs de fonds. Donc, depuis janvier 2015, décembre 2015, oui. Jusque là, on est en pilotage à vue. C'est du pilotage à vue économiquement. Oui. Cela veut dire quoi concrètement? Si on n'a pas un programme de développement, on fait quoi alors? On fait ce qui nous tombe sous la main? Oui. Je ne sais pas. On fait ce qui nous tombe sous la main. En fait, c'est ce qu'on appelle le leadership erratique. C'est qu'on change en permanence. Tu te rappelles, on parlait à l'époque... Et comment cela se constate dans le cas guinéen? Si depuis décembre 2015, oui. Jusqu'en janvier 2016, il n'y avait pas de programme de développement économique, quelles sont les actions peut-être que vous avez constatées sur le terrain qui démontrent effectivement qu'il y a l'absence de cet instrument de travail pour l'État guinéen? Ok. Au début... Il y avait une fête tournante, non? Une fête tournante de l'indépendance. Hein? À un moment donné, on s'est réveillé aux difficultés de trésorerie. On en parle maintenant? En tout cas, on parle de chantier non achevé à Kankan, par exemple, oui. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas célébré. Ça n'a pas été célébré. Parce qu'il n'y a pas de planification financière. On s'est réveillé au coût insupportable de ce programme. On dit, bon, on le met de côté d'abord. À un moment donné, le ministère de l'Habitat avait commencé à démolir les constructions d'édifices le long des routes. À un moment donné, parce que c'est coûteux là, il faut dédommager, etc. On s'est aperçu que non, ça ne peut pas continuer. On n'a plus de finances. Et etc., etc. Parce que rien n'est planifié. Il n'y a pas de planification. Et if you fail to plan, you are planning to fail. Ce qui veut dire? Si vous manquez de planifier, vous êtes en train de planifier pour manquer. Si vous échouez de planifier, vous planifiez pour échouer. Et c'est ce qui fait que le pays, de plus en plus, s'enfonce. La Guinée, qui était classée à l'époque 170e pays, est maintenant 183e pays, selon l'indice de développement humain. L'IDH quand même, l'indice de développement humain quand même est un indicateur plus complet. Bien. Alors parlons donc finalement de ces performances dans le recouvrement des recettes dont je vous parlais. J'ai pris seulement le cas, par exemple, de la douane et de la Direction nationale des impôts, par exemple, en ce qui concerne la mobilisation des recettes. Parce que c'est ce qu'on brandit aujourd'hui comme un certain nombre de performances. La Direction nationale des impôts atteint ses objectifs en recouvrement, voire le dépasse souvent, très souvent d'ailleurs depuis, et vous avez notamment la douane aussi qui s'enorgueillit. Pensez-vous que cela aussi se ressent dans l'assiette des investissements, quand on parle du budget national par exemple, ainsi de suite? Comment comprenez-vous cet aspect-là? Non, quand on dit que... Bon, je ne sais pas les chiffres qu'ils ont annoncés en la matière, parce qu'on peut simplement dire qu'on a dépassé... Atteint les prévisions, ou qu'on a dépassé les prévisions fiscales. Fiscales, notamment. Alors, la première réaction,
qu'on peut avoir en novice, c'est que, est-ce que ces prévisions étaient réalistes alors? Avant. Oui, est-ce qu'elles n'étaient pas sous-estimées? Et cela pose la question de savoir, si elles étaient sous-estimées, à qui profitaient Ceux qui n'étaient pas recouvrés? Ceux qui étaient recouvrés et non déclarés. Ok, d'accord. Parce que si vous recouvrez 1 million de dollars, par et exemple, vous aviez prévu 300 000, et vous déclarez avoir recouvré les 300 000, ça veut dire que les 700 000 là, ils sont allés où? c'est une question pertinente. Oui, donc il y avait des déperditions en ce moment. Il y avait peut-être des déperditions fiscales. La deuxième chose, mais ça je suis sûr qu'on ne verra jamais, parce que celui qui était le ministre de l'économie est maintenant le président de la Cour des comptes là. En fait, la Cour des comptes est chargée, entre autres, de veiller sur la régularité et la sincérité des comptes publics. Là-dessus, est-ce que vous avez une analyse particulière en ce qui concerne cette Cour des comptes, son fonctionnement et tout? Est-ce qu'elle ne joue pas son rôle depuis sa mise en place? Bon, en fait, je ne me suis pas particulièrement intéressé au fonctionnement de la Cour des comptes en Guinée, mais ce que je veux simplement dire, c'est que s'il y avait des déperditions avant, il n'y a aucune chance de retrouver. De faire la situation. De faire la situation, parce que celui qui aurait présidé à cette déperdition est celui qui est chargé maintenant de faire une sorte d'audit et de contrôler. Bien. Donc c'est peine perdue. Oui. Bien. Alors oui. Je voulais dire aussi, concernant le dépassement des recettes. Des recettes, oui. C'est que les recettes fiscales représentent, je crois, 80% des recettes publiques en Guinée, au moins. Bien. Maintenant, si, pour une raison quelconque, ces recettes fiscales-là ont plus que doublé, l'on doit s'attendre à ce que le budget pour 2018 double à 80% au moins. Bien. N'est-ce pas? Donc on va voir. Dans l'avenir. Ah, l'avenir? Bien. Alors on va parler d'autres sujets, certes qui doivent sans doute être un peu trop techniques pour l'audience, mais vous ferez le maximum pour l'expliquer en termes faciles. Vous avez parlé tantôt de la maîtrise de l'inflation, dont la Banque centrale devrait être l'institution qui finance, qui manie tout cela. Et justement, on a vu la sortie des autorités de cette Banque centrale qui disent que depuis un bon bout de temps, la Guinée maîtrise cette inflation. Oui. La question de la planche à billets, on n'en entend pas parler. La disponibilité d'un stock raisonnable et important de devises est une réalité aujourd'hui en Guinée. Est-ce que vous pensez que tout ça aussi est une réalité et qu'on ressent l'effet de tout ça sur l'environnement des affaires en Guinée? Ouais, ok. Je commence par la question de l'inflation, la maîtrise de l'inflation. La maîtrise de l'inflation. Je vais vous dire, en 2012, comme je le disais, le pays avait réalisé un taux de croissance de 4%. En 2013, c'est tombé à 2%. En 2014, c'est tombé à 1%. En 2015, c'était à 0%. Et Ebola est passé par là. Enfin, c'est ce qu'on disait, hein. Ebola est passé par là. Oui, en fait, la théorie d'Ebola ne tient plus. Je vous ai dit tout à l'heure que la Guinée est classée 180e pays, 183e pays sur 188 sur la planète. Ne dépassant que le Tchad, le Burundi, la République centrafricaine, le Niger, entre autres, mais dépassé par le Libéria et la Sierra Leone. Ce sont des pays qui ont connu aussi cette maladie. Et la guerre aussi. La guerre également. Et même qui ont été victimes de cette maladie. Bien. Donc, Ebola ne peut plus servir de bouc émissaire là. Bien. Donc, sur la question de l'inflation, c'est que quand il n'y a pas de création de richesse, comme on l'a démontré tout à l'heure à travers le taux de croissance, quand il y a récession économique, les citoyens n'ont pas de revenus. C'est ce que ça veut dire. Quand ils n'ont pas de revenus, la demande baisse sur le marché. Quand la demande baisse, on peut comprendre que les prix n'augmentent pas. Bien. C'est le contraire qui aurait étonné. C'est-à-dire que malgré la récession économique, si les prix augmentent, et c'est ce qui est économiquement anormal. D'accord. Et c'est là qu'on parlerait d'inflation? De stagflation. Okay. C'est-à-dire la stagnation économique combinée avec l'inflation. L'inflation. Voilà. Bien. Mais dans notre cas, il n'y a pas eu
de croissance économique. Il n'y a pas eu de création. En fait, pour 2016, la croissance économique n'a pas profité aux Guinéens. Là, pour l'instant, en de tout cas. 6%. Ouais. Non, elle ne profitera pas aux Guinéens. Pas non plus. Pas non plus. Dans l'avenir, bien. Non. Ça dépend de la structure de l'économie. Il y a 60% de la création de richesses en Guinée est attribuée à deux secteurs, le secteur minier et le secteur des services. Le secteur des services sont les banques, les compagnies d'assurance, les compagnies de téléphonie, les BTP, le transport, etc. Les mines et les mines. Donc, quand vous prenez les deux secteurs-là, essayez de voir... Tous ceux qui créent de la richesse, qui font des gros profits, ne sont pas des Guinéens ou sont des étrangers? C'est ce que la richesse, c'est soit le profit ou le salaire. Maintenant, on va prendre le profit. Le profit revient aux actionnaires, autrement dit, aux investisseurs. N'est-ce pas? Qui sont les investisseurs dans ces deux secteurs? Dans l'économie guinéenne? Dans ces deux secteurs en particulier. En Guinée, oui. Les mines, les investisseurs sont-ils des Guinéens? Ce sont en gros des étrangers. Des étrangers, donc les compagnies... qui prennent le profit. Quand tu prends le secteur des services, les banques, les assurances, les compagnies de téléphonie et autres là, ce sont des étrangers. Ça, c'est en termes de profit. Donc ce sont des capitaux. Le profit constitue un capital. Et le profit rémunère le capital. Le profit, c'est le salaire du capital, de l'investissement. C'est le salaire de l'investissement, c'est la rémunération. Maintenant, quand on prend le salaire de la main-d'œuvre, dans ces mêmes compagnies, partez dans une société, compagnie de téléphonie, vous verrez que les directeurs ne sont même pas des Guinéens. Je ne suis pas en train de critiquer, entre parenthèses, les étrangers. Je suis en train juste... C'est une analyse économique. Voilà ce qui se passe. Donc, vous pouvez voir un directeur non guinéen qui prend le salaire de plus de 50 ou 100 jeunes Guinéens. Dans la même boîte. 20 000 $ par mois, c'est 30 000 $. Oui. Et cet argent est rapatrié. Il est rapatrié. Lui, il rapatrie parce que sa propension à consommer dans le pays, en Guinée, est très faible. La part de son revenu qu'il consacre à sa consommation ici est faible. Donc, l'épargne qu'il constitue est rapatriée chez lui. Pas sous forme de francs guinéens. En devise. En devise. C'est ce qui explique aussi la déperdition des réserves de change à la Banque centrale. En 2015, en janvier et décembre, le stock de devises à la Banque centrale a baissé de 80%. Parce que quand vous prenez une société comme Orange Guinée, une société de téléphonie, non seulement les patronats, c'est des étrangers, mais les revenus sont rapatriés selon ce que nous avons appris et en devise, justement. Oui, ok. Donc, alors, ni en termes de profit, ni en termes de salaire, les Guinéens ne bénéficient. Donc cette fameuse croissance dont on parle, les chiffres qu'on brandit, en réalité, s'il est vrai que cette richesse est créée, mais c'est pour ceux qui rapatrient. C'est pas pour les Guinéens. C'est pas pour les Guinéens en réalité. Donc, c'est à ce niveau peut-être qu'on entendait le président parler à un moment donné de faire des champions en Guinée, créer des champions, c'est-à-dire créer des riches Guinéens. Oui. Mais en vérité, est-ce qu'on est en train de le faire? Non. De créer en des fait, champions. il y a une stratégie pour cela. Le Rwanda en est un exemple. En fait, le président Paul Kagame, pour ce faire, justement, a mis en place un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est un fonds qui permet de prendre des participations dans le capital des sociétés qui sont installées ou qui s'installent. Mais ce fonds n'est ouvert là-bas qu'aux Rwandais. Que pour les Rwandais. Oui. Donc, quand on parle de l'arrivée des investisseurs, moi ça me choque. Parce que c'est eux qui viendront réaliser. Je ne suis pas contre eux. Mais si on a à mettre en place une politique délibérée d'investissement, on doit essayer de faire en sorte que ce soit des... D'accorder un certain privilège qui en bénéficient. Et priorité aux nationaux. Oui. Donner une priorité. Parce que income is development. C'est-à-dire, le revenu des citoyens d'un pays va expliquer le niveau de développement du pays. Bien. Alors, on a beaucoup de choses à dire sur ce secteur-là, mais on va avancer un peu, parler de
la question des hôtels, par exemple. Oui. Alpha Condé en a fait son cheval de bataille. Oui. Certains disent qu'au lieu de construire plus d'écoles, d'universités en tant qu'enseignant à la base, il a construit plus d'hôtels. Oui. Mais indépendamment de la politique, je veux dire, est-ce que la construction de ces hôtels, 3 à 5 étoiles, impacte l'économie en une manière ou d'une autre? Pas du tout. Pas du tout. C'est peut-être même contre-productif. La construction des hôtels? Peut-être. En fait, la façon dont on s'y est pris est contre-productive. C'est que vous ne pouvez pas débuter la construction de plus de 6 à 7 hôtels à la fois. Hôtel Kaloum, il est où aujourd'hui? Donc, on a dû immobiliser d'autres investissements? On a immobilisé des milliards de francs guinéens, des dizaines de milliards de francs guinéens dans cet hôtel qui ne rapporte rien aujourd'hui. Donc, si effectivement il y avait des difficultés de logement pour les étrangers ici, si cela était le cas, on n'avait pas à initier la construction de plus de 5 hôtels à la fois. On commence 2 hôtels, on les termine, on loge là-bas, et avec ce qu'on recouvre, on met en place d'autres complexes hôteliers. Si c'était réel. Encore que tous ces hôtels ne sont tout de même pas pour l'État guinéen, je ne sais pas. Vous en avez quand même qui appartiennent au privé. Oui, il y en a qui appartiennent au privé. Mais l'hôtel Camaya en particulier, je crois, appartient à l'État. Les fonds, des dizaines de milliards de francs guinéens sont immobilisés dans cet hôtel qui ne rapporte rien là aujourd'hui. Donc, c'est de mauvais investissements. C'est de mauvais investissements. Mais ces hôtels-là, ce n'est pas à cause du manque d'hôtels que les investisseurs ne viennent pas. Bien. Les hôtels n'attireront pas les investisseurs. Ce qui est une attractivité. C'est quoi? C'est ton revenu, c'est mon revenu. Lui, il vient pour chercher mon revenu là. Bien. Donc si dans un pays où les citoyens n'ont pas de revenus, les investisseurs n'ont pas intérêt à venir. Bien. Parce qu'ils viennent en sachant, en étant convaincus que le produit ou le service qu'ils viennent mettre sur le marché aura une contrepartie en termes de revenus des citoyens. Et que l'environnement des affaires aussi est vraiment crédible. Oui, le revenu des citoyens fait partie de cet environnement des affaires. L'environnement des affaires, c'est une expression générique qui va du simple temps qu'on passe à attendre un taxi jusqu'à la facilité qu'on a auprès des autorités, en passant par plusieurs éléments, dont le revenu là. Le revenu des citoyens, c'est le point central. Bien. Si les investisseurs savent que les Guinéens ont des revenus, ils viendront, même s'il n'y a pas d'hôtel. Bien. Mais même si on construit la Maison Blanche ici comme hôtel, si tu n'as pas de revenu, lui n'a pas de revenu, l'investisseur ne viendra pas. Et l'investisseur, il connaît ton revenu. Il connaît le revenu par terre d'habitat en Guinée. Le PIB. Il connaît, parce que le revenu par terre d'habitat, ça cache beaucoup de choses. C'est le revenu moyen. Mais qui gagne quoi, on ne sait pas. Donc il connaît aussi la distribution de ce revenu-là à travers l'indice de Guinée. C'est l'indice de répartition égale ou non des revenus. Cet indice-là, il est très défavorable en Guinée. Bien. Et les investisseurs ont tout ce tableau-là avant de venir dans un pays. Viendront, voilà. Bien. Ils viendront pas. Alors donc, à moins qu'on ait fabrique des investisseurs qu'on nous montre à longueur de journée à la télé, ça veut dire qu'il n'y en a pas qui arrivent non, en tout cas. Non, on ne doit pas montrer un investisseur à la télé. Bien. On doit montrer son investissement sur le terrain, Bien. en termes d'usines et autres. Bien. Alors, il n'y a personne dans les hôtels. Moi, je suis dans les hôtels chaque nuit. Bien. Ils ne sont pas remplis. Hein. Donc c'est vide en réalité. C'est vide. Bien. Alors, pour preuve, après ici, il faut aller à Noun ou à Sheraton, tu dis que tu as besoin de 100 places ce soir. Ils vont te donner. Bien. C'est un hôtel plein, ça. Bien. Ça, c'est une autre réalité aussi qui se cache derrière les hôtels. On va finir cette émission, Monsieur Mamadi Sitan, par cette autre question, la lutte contre la corruption. Oui. Est-ce que vous, en tant qu'économiste indépendant, parce que votre analyse est dénuée de toute appartenance politique, est-ce que vous constatez l'enrichissement illicite en Guinée? Est-ce que vous constatez que l'instrument de répression de la corruption n'a aucune force, n'a aucun pouvoir en Guinée, à voir d'abord là où le bâtiment qui abrite le service de lutte contre la corruption en Guinée? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'effort de lutte contre la corruption, en gros, et en 2 minutes? Non, en fait, mon idée est qu'il n'y a aucun effort. Au contraire, tout porte à croire qu'on encourage
La corruption en Guinée. Oui. Je m'explique. À son arrivée au pouvoir, le président Alpha Condé disait à l'époque qu'il n'avait rien trouvé dans les caisses de l'État, non? Alors, qui a présidé au destiné des finances de l'économie guinéenne juste avant lui? C'était qui? M. Kalfala Yansane, en tant que ministre de l'économie et des finances. C'est pas lui qui l'a reconduit. C'est comme ça qu'on lutte contre la corruption. S'il n'a rien trouvé dans les caisses de l'État, M. Kalfala Yansane devait être un complice, au moins passif. Bien. Du passé. Du passé. Il le reconduit. Quelle forme? Comment pouvait-il encourager la lutte contre la corruption ou la mauvaise gouvernance économique? Oui, il l'a reconduit. Et après, il le nomme ministre des Mines. C'est-à-dire la colonne vertébrale de l'économie guinéenne. Bien. Comment vous pouvez lutter contre la corruption avec ça pour un fonctionnaire qui est aux impôts ou à la douane là-bas? Il va dire, mais vous dites que vous voulez lutter contre la corruption. Voici que vous nommez encore M. Kalfala comme ministre de l'économie et des finances. Voici que vous prenez M. Diaré, ministre de l'économie et des finances, et vous le nommez à la présidence de la Cour des comptes. Est-ce que vous êtes vraiment engagé à lutter contre la corruption? Sinon, des études menées ici en 2012 par la Transparency International Rwanda, en collaboration avec le Comité national de lutte contre la corruption ici, qui est d'ailleurs mal logé en ville là-bas, dans un bâtiment complètement avait établi que la Guinée faisait partie des 10 pays les plus corrompus de l'Afrique. Et en fait, le pays le plus corrompu de la sous-région, derrière la Guinée-Bissau et le Nigeria. Donc, quand c'est comme ça, vous donnez un signal fort. Il n'a donné aucun signal. Aucun signal. Donc, et l'autre jour, j'ai suivi, à juste titre, le directeur national adjoint de ce comité-là. Je ne sais pas si c'est un directeur. Le directeur exécutif adjoint, je crois. Adjoint, qui disait que la corruption est exactement à son niveau initial aujourd'hui. D'ailleurs, la loi anticorruption, à savoir la prévention, la détection et la répression, vient d'être introduite à l'Assemblée nationale pour approbation. 6 ans après son arrivée au pouvoir. Donc la question que cela interpelle, c'est que il n'y avait aucune activité de lutte anticorruption en tout cas, parce qu'il n'y avait pas de loi. Donc l'enrichissement illicite est complètement permis bien sûr, dans notre pays. Bien sûr, ça se pratique au nez et à la barbe de tout le monde. Ce qui n'est pas non plus un facteur qui favorise le développement, c'est-à-dire la corruption à outrance, l'enrichissement illicite dans un pays. Oui, oui. Bien. Et alors, à moyen terme, c'est contre-productif, même pour ceux qui le font. D'accord. Parce que quand, ici par exemple, vous avez détourné les fonds publics, vous avez donc l'argent sur votre compte, maintenant la question pour vous, c'est assurer à votre enfant une éducation de qualité, n'est-ce pas? Alors, vous allez estimer que les institutions d'enseignement qui sont en place ne sont pas adéquates pour votre enfant, quand même qui doit être différent des autres enfants. Donc vous payez cher pour l'envoyer étudier à l'extérieur. Vous payez cher pour vous traiter. Parce qu'on n'a pas réussi avec le détournement à construire des hôpitaux dignes de nom, sur place. Vous payez cher pour votre sécurité. Parce qu'il n'y a pas d'électricité, il y a l'obscurité et il y a le grand banditisme, ce qui vous expose tout de suite quand vous êtes riche. Illicitement riche. Vous voyez, donc c'est contre-productif, même pour celui qui le fait, en réalité. Bien. Donc, je pense que c'est un débat intéressant. On va continuer cette série d'analyses, d'autopsie, je dirais même, de l'économie guinéenne. Est-ce la réalité colle à ce qu'on nous miroite, aux chiffres qu'on nous donne? C'est le but de cette démarche qui viserait donc à recevoir des économistes, ou sinon on dirait cet économiste qui est sur notre plateau très souvent pour parler d'économie. Ce fut un plaisir pour moi de vous recevoir, M. Keita. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir partagé. À très bientôt. Oui, merci bien. À vous, merci de votre fidélité et à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez bien soin de vous et au revoir.